Nous commencerons par une des découvertes les plus récentes et les plus choquantes de 2020. Peut-être que notre système solaire abrite de la vie ailleurs que sur Terre. Voici Vénus, la deuxième planète à partir du Soleil et la sœur de notre planète d'origine. Elle est appelée ainsi parce qu'elle a une taille et une masse similaires. Mais les conditions qui y règnent sont tout simplement terribles. La température de surface atteint 477 degrés Celsius à cause de l'effet de serre. Et la pression atmosphérique y est aussi forte que si tu étais à 900 mètres sous l'eau. Mais dans ce monde hostile, il pourrait y avoir de la vie. Depuis de nombreuses années, il y a des discussions à ce sujet. En 2007, des scientifiques ont découvert qu'il y avait eu un océan sur Vénus. C'est-à-dire que dans un passé lointain, il y aurait pu y avoir une forme de vie. Mais à l'automne 2020, il y a eu un débat houleux, au cours duquel les scientifiques ont essayé de découvrir si la vie sur Vénus existait actuellement. En septembre, la découverte d'un nouveau marqueur de vie sur Vénus a été annoncée. Le télescope ALMA, dans le désert d'Atacama, a trouvé du gaz de phosphine au-dessus de la planète. Et la quantité de ce gaz suggérait qu'il aurait pu avoir été produit par certains micro-organismes. Mais en octobre, les données ont été analysées à nouveau, et les nouveaux résultats indiquent qu'il s'agissait d'une erreur. Aujourd'hui, nous considérons donc à nouveau que Vénus était inhabitée. Mais qui sait, peut-être que bientôt nous aurons de nouvelles données et que de nouveaux débats verront le jour dans les milieux scientifiques. Et pendant que certains scientifiques se grattent la tête et se concentrent encore sur Vénus, d'autres ont regardé dans l'espace lointain et ont découvert 24 planètes sur lesquelles la vie pourrait exister. Et sur toutes ces planètes, les conditions de vie sont bien meilleures que sur la Terre. Ces planètes sont dites superhabitables. Ces superplanètes doivent être 1,3 fois plus grandes que la Terre et 2 fois plus massives. Ainsi, elles auront une gravité plus forte et par conséquent une atmosphère plus dense et plus chaude. Le climat des planètes superhabitables doit donc être similaire au climat tropical de la Terre. Cela permettra d'assurer une diversité maximale des organismes vivants. L'étoile hôte d'une telle planète doit être une naine rouge. Elles sont beaucoup plus petites que le Soleil et moins lumineuses, mais leur durée de vie peut atteindre 70 milliards d'années. À titre de comparaison, la durée de vie du Soleil est 7 fois plus courte et il en a déjà dépassé la moitié. Or, il vaut mieux privilégier la lenteur et la stabilité. Cela donnera assez de temps à la vie potentielle pour se développer et évoluer. Voici une planète qui convient au titre de superhabitable, Kepler 1649c. En 2020, elle a été nommée la planète la plus semblable à la Terre. Elle n'est que 6% plus grande que notre monde d'origine. Elle tourne autour d'une naine rouge qui fait un quart de la taille de notre Soleil. La planète se trouve dans la zone habitable de l'étoile et fait un cercle complet autour d'elle en 19,5 jours. Le climat sur Kepler reste un mystère. On sait qu'elle reçoit environ 75% de la lumière que nous recevons du Soleil. La température à sa surface peut donc être proche de celle de la Terre. Mais nous ne connaissons toujours pas la composition de son atmosphère et les autres conditions nécessaires pour que la vie y apparaisse. La découverte suivante est l'un des spectacles les plus étonnants jamais vus par l'humanité. Il s'agit de la collision d'une étoile avec un trou noir. En septembre 2019, les scientifiques ont commencé à observer comment, pendant 6 mois, une étoile semblable au Soleil s'est vue spaghettiser. La lumière de cet événement a parcouru 215 millions d'années-lumière et nous avons pu voir une étoile d'environ 1,4 million de kilomètres de large aspirée par un trou noir. Ce disque noir est si lourd qu'il a une gravité incroyablement forte. Rien ne peut quitter son champ gravitationnel. Et aujourd'hui, nous pouvons observer une étoile qui s'approche lentement de lui. D'abord, les couches lumineuses de l'étoile commencent à s'étendre vers le trou noir. On dirait que l'étoile se déroule comme une bobine de fil. Ensuite, on peut voir le plasma chaud s'attarder sur les bords du trou noir. Et il semble que ces particules soient maintenant en orbite autour de celui-ci. Mais ce n'est qu'une illusion. Cet anneau de lumière est appelé l'horizon des événements. Le trou noir ne courbe pas seulement l'espace, mais aussi le temps. À cette proximité, le temps ralentit. Pour l'observateur, il semble que la lumière près du bord du disque noir se soit presque arrêtée. Mais en fait, elle a été absorbée depuis longtemps par l'abîme sombre. Lorsqu'un trou noir avale une certaine quantité de matière stellaire, il commence à la recracher. De puissants faisceaux d'énergie sont éjectés à une vitesse de plus de 9700 km par seconde. C'est cette lumière qui a attiré l'attention des scientifiques. À la fin, le trou noir a complètement absorbé environ la moitié de l'étoile et a recraché l'autre moitié dans l'espace. Et même si nous n'avons observé ce processus que pendant quelques minutes, il s'est déroulé pendant 6 mois.
Et voici l'un des plus jeunes systèmes planétaires que l'humanité ait jamais observé. AU Microscopy. Il est si jeune qu'il y a encore un disque autour de lui provenant des débris dont ce système a été constitué. Mais cette fois, nous n'espérons même pas trouver de vie ici. L'étoile hôte de cette exoplanète émet continuellement des éruptions de radiation qui anéantiraient toute forme de vie à la surface de la planète. La planète qui orbite autour de cette dangereuse étoile s'appelle AU MIC-B. Et ce n'est qu'un nouveau-né selon les normes astronomiques. Elle est si proche de son étoile qu'elle fait un cercle complet autour d'elle en 8,5 jours. L'âge de cette planète n'est que de 12 millions d'années. Ainsi, à l'époque où AU MIC-B est né, des mastodontes marchaient déjà à la surface de notre planète. Et des prairies et des savanes couvraient la face de la Terre. Les terriens peuvent donc se considérer comme des vieux, car l'âge de la Terre est de presque 4,5 milliards d'années. La découverte suivante a eu lieu au début de l'année 2020 et elle ressemble beaucoup à un paysage de science-fiction. C'est une planète avec 2 soleils. Plus précisément, elle ne tourne pas autour d'une seule étoile, comme nous en avons l'habitude dans notre système solaire, mais autour d'un système stellaire binaire, TOI 1338. La première grande étoile est comme notre Soleil, tandis que l'autre est une naine rouge, 3 fois plus petite. Ces étoiles tournent complètement l'une autour de l'autre en un peu plus de 14 jours. La planète qui orbite autour de ces étoiles a la taille de Saturne, qui est beaucoup plus grande que la Terre. Bien que les couchers et les levées de soleil y soient incroyablement beaux, il est peu probable que cette planète convienne à une quelconque forme de vie. Elle se trouve en dehors de la zone habitable de ces étoiles hautes, donc elle n'a probablement pas d'eau liquide. De mystérieux signaux radio provenant de l'espace ont également été captés en 2020. Il s'agit de sursauts radio rapides. Les scientifiques ont déjà enregistré de tels signaux auparavant, mais récemment ils ont réussi à prouver qu'ils se répètent après un certain temps. Les nouvelles données ont obligé les scientifiques à élaborer une théorie très audacieuse, selon laquelle leur source pourrait bien être un magnétar. Un magnétar est une petite étoile à neutrons, ayant une masse énorme par rapport aux étoiles ordinaires comme le Soleil. Mais elles ont le champ magnétique le plus fort de tout l'univers. Leur durée de vie est cependant très courte, seulement 1 million d'années. Mais ce qui a le plus déconcerté les scientifiques cette année a été de découvrir que la Lune rouille. La corrosion a besoin d'oxygène et d'eau pour se produire. Mais la Lune n'a pas sa propre atmosphère pour avoir les deux. La théorie principale suggère que le vent solaire en serait responsable. Il se déplace à grande vitesse et racle l'oxygène des couches supérieures de l'atmosphère terrestre. Le vent continue à transporter les molécules d'oxygène dans l'espace et finalement elles atteignent la surface de la Lune et font rouiller les minerais métalliques. D'ailleurs, la couleur rouge caractéristique de Mars a été créée à cause de la rouille. Pendant longtemps, il y a eu une atmosphère et de l'eau. En combinaison avec le fer à sa surface, elle a déclenché un long processus de rouille qui dure depuis les temps anciens. Une autre découverte étonnante a été faite à la surface de la Lune, avec un télescope stratosphérique. C'est un télescope transporté par un avion. Ce dernier l'élève à une altitude de 13 km, ce qui lui permet d'avoir une qualité d'image comparable à celle des télescopes spatiaux. Et grâce à un observatoire aussi inhabituel, les scientifiques ont pu trouver de l'eau à la surface de la Lune. Les molécules d'eau ont été trouvées dans l'un des plus grands cratères de la face visible du satellite. Mais le nombre de molécules d'eau y est encore extrêmement faible. Le désert du Sahara contient environ 100 fois plus d'eau que la surface de la Lune. Wouch! Les tempêtes de poussière sur Mars peuvent être vraiment dingues. Elles se précipitent sur l'hémisphère sud de la planète rouge, en particulier pendant l'été. Ces tempêtes peuvent grossir et englober de vastes étendues de la planète. Comme cela s'est produit en janvier 2022. À ce moment-là, une tempête de poussière a recouvert presque 2 fois la superficie des États-Unis. Est-ce que ça pourrait être ce qui a causé la disparition d'un des robots que nous avons envoyés sur Mars? L'atmosphère et le climat sont durs sur Mars. Il s'agit principalement d'un désert avec des vents forts et des températures moyennes de moins 63 degrés Celsius. Elles descendent jusqu'à moins 140 degrés Celsius au pôle pendant l'hiver. Un atterrisseur martien doit être équipé de manière spécifique et être très robuste pour résister à ce genre de conditions. Mais les chercheurs pensaient que celui-ci serait capable d'effectuer le difficile voyage vers la planète rouge. Le 2 juin 2003, une équipe de chercheurs a préparé l'un des robots pionniers qu'ils s'apprêtaient à envoyer dans l'espace. Il s'agissait d'un petit atterrisseur compact nommé Beagle 2. Sa mission consistait à atterrir sur Mars et à rechercher ce que le monde entier cherchait depuis des décennies. De la vie sur la planète rouge. L'atterrissage était prévu le 25 décembre, mais le signal n'est jamais parvenu. L'équipe a essayé de contacter l'engin spatial, mais à un moment donné, ils ont dû accepter qu'ils ne seraient pas en mesure de le joindre.
Certains ont estimé que l'atterrissage était finalement trop difficile et complexe, et que l'atterrisseur s'était probablement écrasé. Mais ils n'ont pas décelé d'erreur technique. D'autres ont émis une théorie selon laquelle le module aurait pu s'empêtrer dans son propre parachute et tomber à la surface de Mars. Dans tous les cas, le Beagle 2 a été porté disparu jusqu'en 2015, lorsque la NASA a pris des photos de ce qui pourrait être les restes du module perdu. Il ne s'agissait pas seulement de débris endommagés, les composants semblaient en fait intacts. Les restes de la sonde reposaient avec ses panneaux solaires, partiellement déployés à environ 5 km du site où elle était censée se poser. Apparemment, Beagle 2 a réussi à se poser, mais son antenne radio s'est retrouvée coincée. C'est pourquoi les chercheurs n'ont pas pu le contrôler depuis la Terre ou communiquer avec lui. Mais personne ne sait exactement pourquoi c'est arrivé. As-tu déjà entendu parler d'un visage sur Mars ? Dans les années 1970, l'un des orbiteurs de la NASA a pris les célèbres images de la surface martienne qui montraient une formation ressemblant à un visage, comme tu peux le voir dans la partie supérieure de l'image. Si tu fais preuve d'un peu d'imagination, tu peux facilement voir un nez, 2 yeux, une bouche et une coupe de cheveux originale. Certains ont même pensé qu'il s'agissait d'un monument construit sur la planète rouge par une autre civilisation. Et que penses-tu d'autres choses inhabituelles que les gens ont trouvées sur Mars, comme le cratère du visage heureux ? On peut facilement comprendre pourquoi il porte ce surnom. Ou encore des roches de formes différentes, une crêpe, un brachiosaure ou même un poisson. Mars possède aussi une île en forme de gaufre à sa surface. C'est un élément de 2 km de large que l'on peut voir dans une zone de coulée de lave. Cela pourrait être le résultat de la lave qui a poussé cette formation par le dessous. Il semble que les astronomes aient aussi reçu des images de dunes bleues. Il s'agit d'une mer de superbes dunes sombres que des vents violents ont sculptées en longues lignes. Elles entourent la calotte polaire nord de la planète et couvrent une région aussi grande que le Texas. Yeeha! La planète rouge est généralement connue pour ses dunes de sable brun. Alors celles-ci ont certainement été une véritable surprise. Mais en réalité, elles ne sont pas vraiment bleues. Si tu pouvais aller sur Mars en ce moment pour y jeter un coup d'œil, tu verrais que ces dunes sont brunes et oranges comme les autres. Et la photo est une image en fausse couleur. Les scientifiques utilisent souvent les fausses couleurs pour mettre en évidence les différences entre deux éléments. Par exemple, ici, c'est la différence de profondeur. Par ailleurs, la plus grande vallée sur Mars est si grande qu'elle pourrait avaler notre Grand Canyon au petit déjeuner. C'est un fascinant système de canyons de 4000 km de long, appelé Valles Marineris. Et il est 10 fois plus long que le Grand Canyon. Si on pouvait étirer ce canyon martien, il irait d'une côte à l'autre des États-Unis. Comme Mars n'a pas de tectonique de plaques active, personne ne sait avec certitude comment ce canyon s'est formé. Selon une théorie, une chaîne de volcans, Dôme de Tharsis, située à l'autre côté de Mars, celle qui comprend Olympus Mons, a courbé la croûte martienne depuis le côté opposé de la planète. Cette puissante force a provoqué des fissures dans la croûte et mis en mouvement les énormes quantités d'eau qui se trouvaient sous la surface. Cette eau a ensuite émergé et a sculpté la roche. Cette force a aussi animé les glaciers. Et il semble possible qu'ils aient créé de nouveaux chemins dans ce gigantesque système de canyons. Les volcans de la surface martienne pourraient être entrés en éruption il y a environ 50 000 ans, bien que les éruptions les plus puissantes se soient produites il y a 3 à 4 milliards d'années. Mais la planète ne compte pas de volcans actifs aujourd'hui. L'essentiel de la chaleur stockée à l'intérieur de la planète pendant sa formation s'est dispersé. Donc à présent, la croûte externe de Mars est bien trop épaisse pour que la roche fondue atteigne sa surface. Mais il y a très longtemps, des éruptions ont formé des volcans gigantesques. Et ces volcans ont très probablement joué un rôle important dans la fonte des dépôts de glace, qui ont libéré des crues d'eau sur la surface martienne. Mars a une atmosphère mince, avec un volume de gaz, principalement du dioxyde de carbone, inférieur à 1% de celui de la Terre. Mais il y a 4 milliards d'années, elle était beaucoup plus chaude et humide que maintenant. Son atmosphère devait aussi être plus épaisse qu'à cette époque. C'est pourquoi elle a pu générer un puissant effet de serre et piéger la lumière du Soleil. Mars possédait aussi un puissant champ magnétique. Comme celui de la Terre, il s'était formé à cause des courants de métaux en fusion dans le noyau de la planète. Mais contrairement à notre planète, Mars a perdu son champ magnétique suite au refroidissement de son noyau. Et sans lui, la planète n'avait aucune protection contre les vents solaires, qui sont un flux de particules chargées provenant du Soleil. Le vent solaire a arraché la plupart de l'atmosphère de Mars en seulement 200 millions d'années, à peu de choses près. C'est ce qui rend ces puissantes tempêtes de poussière martienne encore plus intenses. Mars a une histoire fascinante, à en juger par les glaciers de la planète. Planète qui a probablement connu de multiples périodes glaciaires, tout comme la Terre.
Une équipe de chercheurs a obtenu des images d'environ 60 000 roches martiennes. Ces roches étaient de différentes tailles et réparties un peu partout, ce qui signifie qu'elles se sont probablement formées au cours de différentes périodes glaciaires. Les glaciers recèlent aussi leur propre histoire. Qui sait quel type de gaz, de roches ou même de microbes pourrait être piégé à l'intérieur? Si tu pouvais monter dans une machine à remonter le temps et l'arrêter il y a 4 milliards d'années, sur Mars bien sûr, il y a de fortes chances que tu assistes à des scènes d'inondations spectaculaires. Peut-être y aura-t-il même une forme de vie à la surface de la planète. Un fort impact de météorites responsable de la formation du cratère Gale sur la planète rouge pourrait être à l'origine de cette méga inondation. Après cette collision, les températures sur la planète sont devenues incroyablement élevées. Cela a provoqué la fonte de toute la glace qui était stockée sur la surface martienne à ce moment-là. L'inondation était tellement immense qu'elle a altéré la structure géologique de la surface de la planète. Elle a creusé de grandes rides et des vagues dans la roche sédimentaire. En parlant d'eau, on a remarqué que de la vapeur s'échappait de l'atmosphère de Mars. De plus, les chercheurs ont trouvé des preuves de présence d'eau à la surface de la planète. Le sol présente des stries sombres qui semblent s'agrandir en été et rétrécir en hiver. La planète compte de nombreuses vallées et rivières asséchées. Il est possible que de l'eau liquide y ait coulé autrefois. Maintenant, la plupart de cette eau pourrait être renfermée dans des calottes glaciaires ou même cachée sous la surface. De plus en plus de choses nous laissent penser que Mars a un jour été habitable. Mars est la seule planète que nous connaissions où vivent uniquement des robots. 5 rovers composent la population martienne. Il s'agit de Perseverance, Opportunity, Spirit, Sojourner et Curiosity. Ces robots sont là pour prendre des photos et prélever des échantillons de sol et d'air et peut-être même trouver de la vie sur la planète rouge. Et un jour, nous les retrouverons peut-être sur Mars. Qui sait? Ah, et au fait, si tu pouvais vraiment monter dans une machine à remonter le temps et l'arrêter il y a 4 milliards d'années sur Mars, j'aimerais beaucoup t'inviter à déjeuner pour en parler. C'est moi qui régale. La constellation d'Orion est la plus brillante de la voûte céleste. Orion se trouve dans le ciel nocturne pendant les mois d'hiver, lorsque les nuits sont les plus longues. Cela fait d'Orion la constellation la plus reconnaissable pour presque tout le monde. La plupart des étoiles ne semblent pas tellement bouger ou changer de position dans le ciel. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont statiques, c'est parce que notre Soleil se déplace avec elles à environ 777 000 km/h. C'est une grande parade qui orbite ensemble autour de la Voie lactée. Les 3 étoiles qui forment l'astérisme, ou figure d'étoile, de la ceinture d'Orion apparaissent dans la même position depuis plusieurs milliers d'années. Il existe une théorie selon laquelle les anciens Égyptiens auraient utilisé les étoiles de la ceinture d'Orion comme modèle pour placer les pyramides de Gizeh. L'étoile la plus brillante de la ceinture d'Orion est celle du milieu, appelée Al-Nilam. C'est en rapport avec son emplacement qu'aurait été placée la grande pyramide de Khéops, haute de 147 mètres. À l'ouest de Khéops, et dans l'alignement précis de celle-ci, se trouve la pyramide de Képhren, haute de 144 mètres. C'est exactement là que l'étoile Al-Nitak est alignée sur l'étoile brillante du milieu de la ceinture. À l'est de Khéops, là où l'étoile la plus pâle de la ceinture d'Orion, Mintaka, est légèrement décalée par rapport aux 2 autres, se trouve la plus petite des 3 pyramides. Mykérinos fait 65 mètres de haut et est légèrement décalée par rapport aux 2 autres pyramides. Ce seul exemple permet d'illustrer le profond impact que la constellation d'Orion a eu sur l'histoire de l'humanité. La figure d'Orion, de taille héroïque, a inspiré les Grecs anciens à créer une histoire semblable à une tapisserie. Elle implique 6 autres constellations réparties dans le ciel d'hiver, de printemps et d'été. Voyons ce que cette histoire nous raconte. Orion est représenté comme un chasseur. À l'époque, la chasse était un sujet important car les chasseurs fournissaient une bonne partie de la nourriture. Il y a donc beaucoup de choses liées à cette constellation. Toute la chaîne alimentaire, en fait. Dans le ciel, Orion est en lutte avec la constellation du Taureau. Sauf que le Taureau n'est pas vraiment un taureau, c'est un auroch. Les aurochs sont aujourd'hui éteints, mais ils étaient autrefois très nombreux en Europe. Mesurant 1,80 m au garrot, avec de longues cornes pointues, les aurochs étaient des créatures puissantes et redoutables. Une grotte en Espagne est remplie de magnifiques peintures d'aurochs. Ces dessins datent d'il y a 15 000 ans. Dessinés de façon délicate, avec des pigments qui ne se sont pas effacés au cours des 150 derniers siècles, les renflements de la roche ressortent en 3 dimensions, comme les muscles des épaules des aurochs.
La constellation du Taureau, ou Auroch, se trouve également dans la grotte avec les célèbres amas d'étoiles, les Pléiades sur le dos et les Hyades sur son museau. Sur Internet, tu peux faire une visite virtuelle passionnante de cette grotte des taureaux pleine d'aurochs. On aurait peut-être dû la nommer grotte des aurochs. Récemment, la signature ADN complète d'un auroch a été retrouvée sur un squelette bien préservé. Et les scientifiques espèrent faire renaître ces animaux. Aldébaran est l'étoile géante rouge et brillante qui marque l'œil du taureau. Les taureaux, lorsqu'ils sont en colère, ont toujours ce regard couleur sang. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le mille, ou bull's eye, sur une cible de fléchette ou de tir à l'arc, est toujours rouge. Derrière Orion se cache Léo le lion. Et oui, les lions ne vivent pas seulement en Afrique. La grotte des taureaux abrite aussi une peinture de Léo le lion. En effet, les hommes préhistoriques dessinaient aussi les constellations du zodiaque. Mais c'est une autre histoire, pour une autre fois. Orion se débarrasse à la fois du taureau et du lion. Et là, l'histoire devient intéressante. Orion affirme dans son moment de triomphe « Je peux vaincre tous les animaux que je veux ». L'orgueil d'Orion devient le centre de ce drame céleste lorsque Gaïa, ou la Terre, décide de s'en mêler. Les paroles d'Orion auraient pu résonner dans le monde entier. Il faut se figurer l'époque de la préhistoire, lorsque la civilisation humaine passait d'une société tribale de chasseurs-cueilleurs nomades à une société agraire et sédentaire. Cette dernière a développé des villages et des villes il y a près de 12 000 ans. La population humaine augmentait et les réserves de nourriture diminuaient. Il aurait fallu faire quelque chose à propos d'Orion et de tous les chasseurs, sans quoi la croissance démographique serait entravée. Maintenant, faisons entrer Gaïa dans l'histoire, mais pas dans le ciel. Il n'y a pas de constellation nommée Gaïa dans les cieux. Gaïa est la Terre, née sans parents, directement du chaos élémentaire. Gaïa est la personnification féminine de notre planète, et le mot lui-même signifie « sol ». Tu pourrais être intéressé par une théorie scientifique moderne qui personnifie également la Terre comme un organisme vivant. Elle s'appelle la théorie Gaïa et est apparue pour la première fois dans les années 70. La théorie Gaïa présente la Terre comme une biosphère, comme si elle était vivante elle-même. Elle affirme que tous les composants de la planète fonctionnent ensemble comme un seul système dynamique, totalement interconnecté. C'est ce qu'on appelle la symbiose ou la synergie. Ensemble, ils produisent les conditions idéales pour la vie. La vie s'adapte pour réguler l'atmosphère à 21% d'oxygène, la salinité des océans à un maximum de 24,7% et les températures planétaires autour de 14 degrés Celsius. Pour illustrer la façon dont la vie s'adapte afin de maintenir le contrôle des changements de température planétaire, les auteurs de la théorie Gaïa ont créé la planète fictive Daisy World. Daisy World est entièrement recouverte de marguerites blanches et noires. Lorsque le soleil devient trop chaud, les marguerites noires commencent à disparaître, tandis que les marguerites blanches augmentent en population. La blancheur de ces fleurs reflète la lumière du soleil et la planète se refroidit. Si le soleil n'est pas assez chaud, les marguerites blanches voient leur population réduite et le nombre de marguerites noires augmente. Les fleurs noires absorbent la lumière du soleil et la planète se réchauffe. C'est Gaïa à l'œuvre. C'est en gros le même principe qui a créé l'oxygène et produit la couche d'ozone dans l'atmosphère. Cette couche aide à bloquer les rayons ultraviolets nocifs du soleil. Les scientifiques ont mis du temps à accepter la théorie Gaïa en raison du manque de preuves convaincantes. Mais de nos jours, nous disposons de superordinateurs capables d'apprendre seuls et dotés d'une intelligence artificielle. Ils permettront probablement d'intégrer les systèmes biologiques et géologiques de la Terre. Ainsi, nous pourrions avoir une image claire de la façon dont la planète fonctionne comme une biosphère autosuffisante. Maintenant, revenons à l'histoire d'Orion et voyons comment Gaïa s'est occupée du problème que l'hubris d'Orion a créé pour la planète. De toute évidence, Gaïa ne pouvait pas envoyer d'animaux plus féroces qu'un lion ou un auroch pour soumettre Orion. Alors Gaïa a fait plus petit. Elle a choisi un scorpion venimeux pour faire le travail, et il a fait le sale boulot. En été, la constellation du Scorpion rampe presque à la même latitude que le pied d'Orion. Le scorpion est peut-être un petit animal de la même famille des arachnides que les araignées et les tiques, mais dans le ciel, le scorpion est la 33e plus grande constellation sur les 88 qui existent. Il existe une règle générale selon laquelle plus une constellation est grande, plus il est probable qu'elle ait été repérée il y a longtemps par les premiers observateurs des astres. Ils avaient le choix des étoiles, premier arrivé, premier servi. Ils ont donc créé les grandes constellations en premier et les petites constellations plus tard.
Si tu étais le premier dans la file d'attente d'un buffet, ne prendrais-tu pas de grandes portions en laissant les petits restes pour les autres? En commençant par ce gâteau au chocolat, par exemple. Dans cette histoire d'Orion, nous avons une collection de grandes constellations bien visibles, comme le Lion, le Taureau, Orion et le Scorpion, ce qui confirme la grande ancienneté de cette histoire. 3 constellations plus petites, le Lièvre, le Grand Chien et le Petit Chien, les 2 chiens de chasse d'Orion, complètent la tapisserie d'étoiles et ajoutent une intrigue secondaire intéressante. Ce que nous avons alors est une fable présentant 2 visions du monde, ou cosmologies différentes, celle de Gaïa et celle d'Orion. L'une est féminine et l'autre est classiquement masculine. L'une s'engage à dominer le monde naturel, c'est l'archétype d'Orion. L'autre est engagée dans la survie de la planète envers toutes les circonstances, c'est Gaïa. Les 2 peuvent sembler opposés, mais peut-être sont-elles complémentaires. Orion et le Scorpion se trouvent aux côtés opposés du ciel, l'un en hiver, l'autre en été. Ils agissent comme 2 pôles, nord et sud, du même aimant, notre planète. C'est ce que nous voyons se produire de nos jours. La science et la technologie deviennent de plus en plus sensibles à l'environnement naturel. Des myriades de satellites surveillent la biosphère de la Terre. Gaïa et Orion commencent à travailler ensemble vers ce que les Grecs anciens appelaient Kalo-Kagatia ou harmonie. C'est ce que nous appelons synergie et symbiose de nos jours. Faisons en sorte que cette synergie reste forte.